Il y a plus de 3000 ans, des hommes dessinaient la vie, la chasse et l'amour sur les murs de Lascaux. À la surface de la feuille, dans les replis du mouvement, inventé par Ernest, il y aura toujours cette mémoire de l'âme dont le romancier et dramaturge Jean Giraudoux n'a cessé de nous rappeler qu'elle fut sauvée par le sport. L'énergie, l'audace, la patience, le contraire de la maladie. Dessiner le sport, c'est retrouver cette fierté, ce courage, cette élégance qui accompagne toute performance. Les visages et les corps que nous retrouvons reconnaissants dans cette immense galerie olympique s'effacent dès lors que nous revenons à la source. Le temps n'existe pas, c'est nous-mêmes qui passons à travers lui. Plus tard, il y aura cette folie des records, ce lancer du disque jamais égalé depuis Jürgen Schultz et Gabriel Reich. 74,08 m pour le premier, 76,80 m pour la seconde. Mais franchement, on peut bien se situer cette trace humaine, ou plutôt cette merveilleuse mémoire du grec mnémosyné qui crée la poésie, la transmission, le mythe. Je savais bien, en prenant Ernest par la main, en lui proposant cette aventure, qu'aucune trahison, aucun alcool frelaté n'aurait sa place dans ces pages. Il y a 25 siècles, dans les plaines de l'Altis, les Grecs inventaient les Jeux Olympiques. Sur la Terre, observe le philosophe Jean-Pierre Vernant, toute chose se trouve dessinée, visible, solide. On peut définir Gaïa, la Terre, comme ce sur quoi les dieux, les hommes et les bêtes peuvent marcher avec assurance. Elle est le plancher du monde. Ah, ce discobole nous laisse un geste que les modernes auront si peu changé. Arme de guerre ou simple épreuve de l'épathlon, le marbre de Miron nous donne à voir l'une des mémoires les plus vives de la Grèce antique. Parce qu'il était question, tous les 4 ans, de convoquer tous les hommes libres de toutes les cités, courant de l'Afrique à l'Asie mineure. Nous mesurons les puissances des dieux. Zeus et Athéna faisaient certainement aussi bien que les membres actuels du CIO. La fête durait 5 jours. La course, c'était 192 mètres, tout au bord des spectateurs, assis sur la terre. Au pied des Oliviers, en 708 avant Jésus-Christ, devant 40 000 personnes. C'est le lanceur de Crotone, Phaélos, qui semble avoir lancé le disque de pierre ou de bronze le plus loin sur le stade, 30 mètres. J'ai marché dans cette vallée de l'Altis, sous la voûte de pierre très officielle du stade, et dans ce gymnase à ciel ouvert, la cour intérieure où s'entraînaient les lanceurs de disques et de javelots. En bordure d'un chemin conduisant au stade, j'ai bien vu ces socles de pierre, dernière trace de statues de bronze de Zeus, exécutées avec le produit des amendes infligées aux athlètes qui avaient triché. L'historien Manolis Andronikos nous dit comment les Jeux constituent une étape indépassable pour l'histoire moderne de cette Grèce qui nous démente. On peut dire sans exagérer que ces Jeux ont créé l'un des idéaux grecs, celui de l'homme libre qui entre en compétition avec ses semblables, nu et dépouillé de tout ce qui n'est pas son propre corps. Et toujours, cette étrange impression lorsqu'il faut renoncer à notre visite, lorsqu'il faut s'éloigner de Delphes, Tassos, Épidore et son théâtre, Nauplie. Toujours cette extraordinaire impression d'avoir noué une relation avec l'invisible et affolante présence des dieux. Tout ce que le dessin d'Ernest Pignon-Ernest nous révèle de beauté, de mystère et de solitude aussi. Il y a ce que l'image dérobe dans un présent devenu insupportable. Trop de présence, trop de couleurs, trop de bruit. Pas assez de mémoire. Et ce silence des dieux qui nous manque. Car 1000 ans avant notre ère, tout était déjà là devant nous, pauvres mortels. Et les jeux sont aussi un hommage à nos chers disparus. La flamme entretient leurs souvenirs, leurs exploits passés. Oui, tout est en place. Comme si la chance nous était donnée 25 siècles plus tard, malgré tout, de retrouver durant ces journées olympiques un peu du mythe et de cette poésie née sous les oliviers de l'Atlis. Toute cette beauté, cette liberté de courir, lancer et se battre autrement qu'en faisant la guerre, ce rameau d'olivier pour toute récompense. On dirait que cette mémoire cogne encore à la vitre
et parvient toujours à chavirer le cœur des champions. Donc, en définitive, j'ai préféré vous donner voilà, 4-5 entrées, et ça comme vous voudrez, peut-être 2 chapitres, et puis je vais un petit peu digresser autour de... Ah, vous ne m'en voudrez pas si parfois j'hésite, mais là, on est entre amis, et je pense que c'est mieux pour à la fois résumer, c'est tant est qu'on puisse résumer, c'est toujours un peu bêta de dire dans résumer, mais en tout cas, pour expliquer ce livre, parce que c'est quand même aussi la raison pour laquelle on est ensemble, ce livre qui est, je peux le dire, grâce à Ernest, bien sûr, merveilleux. Après, j'ai fait ce que je pouvais, mais en m'enfermant pendant 3 mois avec ces Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'il y a des choses à souligner. Et puis, donc, le livre, et puis mon parcours. Je n'avais pas pu le faire, Benoît, quand on avait reçu le prix, je l'avais fait, mais de manière... et je pense que c'est important, et donc vous ne m'en voudrez pas, mais je vais parler un peu de ma famille, parce que je cite toujours ce poème de Éluard, que nous avons cité d'ailleurs en exergue, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je trouve que c'est une phrase magnifique d'Éluard, il en a écrit tant. Et c'est presque effrayant parce que, pour ce qui me concerne, il n'y a pas vraiment de hasard, il n'y a en effet que des rendez-vous. Alors j'ai intitulé Mes carrés de lumière, dans mon dernier roman, Rien n'est perdu, qui est l'histoire d'un enfant qui grandit à Nanterre et qui est promis à la délinquance. En tout cas, c'est ce que les professeurs lui annoncent. En tout cas, un bon à rien, jusqu'à un déclenchement dont je vous parlerai parce que ça fait partie de l'ensemble. Et dans Rien n'est perdu, je parle en effet à Benjamin de ces carrés de lumière que constituaient pour moi, plus que des pauses, ces moments de sport. Alors il faut imaginer, hein, nous sommes dans les années 70 à Nanterre, qui est une banlieue que j'aimais, mais qui était quand même très à la grise. Nous vivions dans un HLM en face, qui deviendra d'ailleurs la référence de 68, puisqu'il y avait la piscine et les premiers incidents en mars 68 étaient juste quasiment sous nos fenêtres. Je vous plante le décor parce que il y a quelque chose qui se met en place très vite. J'ai 8 ans, 9 ans, et j'aperçois mon père, professeur d'éducation physique et sportive, disons-nous à l'époque, au régime à Nanterre, qui était très beau, qui était un très bel athlète, un gymnaste. Et figurez-vous, je l'aperçois quand on revenait le midi, au moment de l'école. On était au 9e étage, imaginez quand même le souffle, 9e étage de ce HLM, c'est très haut. Et il oubliait souvent ses clés, très souvent. Les oubliait. Elles étaient soit chez les voisins, les voisines, qui avaient un balcon mitoyen d'une autre. Il y avait des jeux de clés et résultat, mon papa passait tranquillou de l'autre côté. Regardez ça. Passait tranquillement. Jusqu'au jour, alors avec le vide, hein, même, là, il était en short, parce qu'il reprenait les cours du sport l'après-midi. Et moi, je le voyais faire ça, et bien évidemment, ces images se sont incrustées en moi dès mon plus jeune âge. Jusqu'au jour où il a fait un truc de dingo que je raconte dans mon prochain roman. C'est un livre sur la mémoire, un personnage qui est encore une fois les liens entre sport et vie artistique, puisque mon prochain roman est un personnage qui s'enferme dans une abbatiale face aux œuvres d'art d'Ernest et qui fait des allers-retours entre la beauté, le mystère, les sons, le rêve, et puis ce qui se joue d'effrayant à l'extérieur, c'est-à-dire notre époque. Et ce qui se produit là est extraordinaire. Il monte un équilibre. Et bon, il monte un équilibre sur une tranche comme ça. Vous voyez, le balcon, c'était un balcon. Voilà, pas plus que ça. Il monte l'équilibre. Et donc, je vois mon père se retrouver dans le ciel de Nanterre avec cet équilibre. On était bien que s'il fait la moindre faute, voilà, c'est fini. On n'est pas dans le spectacle du gars extraordinaire, d'ailleurs, qui vient d'escalader les tours à la plus haute tour européenne à Varsovie, mais enfin bon, moi je vais. Alors, les choses tout de même se mettent en place et elles partent de à la fois cette beauté, parce que ça m'accompagnera toujours. Mon père avait créé les premiers clubs de plage en Loire-Atlantique, à Saint-Brévin-les-Pins, après Pornic, dès 55-56. Donc il y avait un continuum. Il donnait des leçons de natation, il a appris à nager à
à des générations d'enfants et de personnes plus âgées. Donc, ça se met en place. On n'a pas de télévision, bien sûr, à la maison. Et puis, parallèlement à ça, il y a l'école. Donc, tout est lié. On reviendra donc à ce très beau titre que vous avez mis sur le fait que le sport, qui est un regard sur le monde. L'école, je n'aime pas l'école. Et l'école me le rend bien. Et là, moi, je ne fais pas du tout le procès des enseignants, parce que c'est tellement complexe. Ah, peut-être, dont je me souviens très bien encore de la violence et de son nom. Il s'appelait M. Camusuzard, comme c'était hier. C'était il y a 60 ans, 59. L'école ne veut pas de moi, je ne veux pas de l'école. Je fugue avec les copains. Voilà, je vis des épisodes très jeunes, très tôt dans mon HLM, sexuels qui ne seront pas traumatisants, que je réussirai à accepter dans ma vie d'homme. Mais je vis des moments, les premières tours de Nanterre, bientôt les tours Pablo Picasso, aujourd'hui c'est la bagarre. Il y a le théâtre des Amandiers tout de même qui vient, donc j'ai aussi une relation à la vie artistique, parce que mes sœurs m'emmènent voir et écouter des... Donc c'est un mélange. Mais l'école, voilà. Et puis, je vous parlais des carrés de lumière, il y a donc ces pauses. On y reviendra à la fin de mon intervention, que je vais quand même essayer de faire courte. On n'a pas 1000 matchs par week-end. Vous savez, comme moi, il y a 10 grandes rencontres par an, sur des télévisions qu'on loue ou pas, en noir et blanc. Et puis moi, Pierre-Louis, tu lui feras tes devoirs, oui, regardez tel match. Mais voilà, on commence à découvrir... 76, ce sera les Verts, mais avant, quand même, il y a des moments de sport, de football, d'athlétisme. Nous y reviendrons. Mais il y a surtout, alors que je suis complètement au bord du précipice, parce que voilà, je préfère aller sur les hauteurs de Nanterre, du côté de Saint-Cucufa, là où vos films ont été d'ailleurs tournés en partie. C'est une ambiance c'est les ferrailleurs, ces cafés de Marocains, d'Algériens qui font partie de cette génération qui est arrivée, des immigrés. Donc je suis beaucoup avec eux. Mon père m'emmenait dans les bidonvilles le soir, boire le thé avec mes copains d'école. C'est toute une ambiance à Nanterre dans les années 70. Et ma grande sœur, un jour, me dit, écoute, j'avais une rédaction à faire, donc fixe, c'est très... Et là, vraiment, j'ai une rédaction à faire, je devais raconter mon dimanche. Alors, ça me dit, viens, je vais t'emmener à l'Oranger. Et alors, elle m'emmène. C'était un dimanche de décembre 70. Et là, réellement, littéralement, je tombe en arrêt devant les robots de Van Gogh, qui est une toile qui a été un peu partout, un musée de jeux de paume, l'Orangerie. Bon. Et volontairement, ça c'est le romancier, je floute un peu, est-ce que c'était l'Orangerie ou le jeu de paume, enfin, en tout cas, je savais que maintenant elle était au musée d'Orsay. Donc, elle m'emmène, je fais la rédaction. J'ai 18 sur 20. Et le professeur vient me voir et me dit, bon, je veux 18 parce que, évidemment, c'est vraiment très bien, mais je ne sais pas moi qui l'avais écrit, bien sûr. Hein. Mais je voulais quand même 18. Il se trouve que c'était moi qui l'avais écrit. Ma grande sœur, très gentiment, qui s'en allait vivre en Yougoslavie et qui voulait essayer de me sauver. Elle avait dégraissé un peu le travail, mais j'avais fait le travail. Parce que j'étais brusquement face à la liberté, l'échappée belle des roulottes, les couleurs, voilà. Sans doute que ça a joué. Et là, c'était le bascule. C'est-à-dire que le premier à la délinquance que j'étais, le bon à rien, parce que c'était l'expression qui venait, hein, bon à rien, ça rentre dans les oreilles d'un enfant de 10 ans. Je suis toujours à table, mes parents, je ne vois jamais le bac, etc. Et le bon à rien, brusquement, tout s'inverse. Tout s'inverse. C'est-à-dire que je commence à aimer l'histoire, j'aime lire, et puis, vous vous rendez compte, la vie quand même, 5 ans après, je peux parler dans le sud. Alors c'est quand même effrayant quand même la société. On y a des questions à se poser. Et non pas encore une fois faire le procès des profs, certainement pas, parce que moi, les enseignants, je les aime. Mais enfin quand même, j'étais un délinquant. Qui s'en va d'ailleurs, on appelait ça les cinquièmes de transition. Vous savez comme moi, les cinquièmes de transition, c'était la case zonzon très vite. Hein. On sort de la cinquième de transition, et puis voilà, quatrième, troisième, seconde. J'aime l'histoire, j'aime la littérature, je découvre à 16 ans Rimbaud, je lis beaucoup, je m'enferme dans ma chambre, et puis me voilà
en Ivocagne avec un professeur qui nous dit « Vous êtes l'élite de la France. Vous êtes l'élite de la France. » Je l'avais oublié ça. Mon cul, c'est l'élite de la France. Alors que j'étais un délinquant à peine 5 ans auparavant. Mais voilà, le lien entre le sport, mes poses, mon père, la gymnastique et les arts, le lien était fait. Le lien était fait. Quand j'ai écrit Rien n'est perdu, j'ai été très heureux d'avoir la possibilité, grâce à la direction du musée d'Orsay, de pouvoir me retrouver tout seul face aux roulottes, et puis à la nuit étoilée, et puis à des Gauguins. 60 ans après, je me retrouvais devant ce qui était finalement comme un ami, quoi, que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Alors tout ça, forcément, crée une permanence que je vais retrouver dans mon métier. Benoît me connaît bien, on se connaît bien depuis longtemps. C'est-à-dire pas seulement parce que j'ai écrit sur le sport, mais parce que j'ai écrit autre chose. J'ai écrit le Guy Moquet il y a déjà 25 ans, qui a été adapté au cinéma, donc c'est encore la mémoire. Mais c'est vrai que j'ai écrit sur le sport. Mais toujours ce lien avec l'histoire, c'est ce que je dis d'ailleurs là, l'histoire chevillée au sport. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas grand intérêt si, quelle que soit la puissance des athlètes, leur talent, s'il n'y a pas un rapport à l'histoire. Et ça aussi, ça s'inscrit dans la mémoire. C'est-à-dire que quand mon papa vient me réveiller dans la nuit pour voir Tommy Smith ou Bob Beamon ou Colette Besson, puisque les Jeux étaient à Mexico, avec le décalage horaire, ça a à voir avec l'histoire, ça a à voir avec la mémoire. C'est ce qui m'a toujours suivi. Et alors là, on en arrive à la fin, finalement, à la fin du film. C'est que tout cela, j'ai essayé de l'exprimer à la radio. J'ai exprimé à la radio parce que d'abord parce que ce qui m'intéressait, c'était le récit. C'était le récit qui m'intéressait. C'était de raconter le sport. Autant que de le commenter. Quel intérêt, machin passe à machin, ça va, non. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver le récit et de raconter cette histoire. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait pendant 25 ans, avec souvent des discussions avec Sacco. Ce que j'ai fait pendant peut-être 30 ans à Europe 1, jusqu'à ce moment où je n'ai plus aimé, c'est terrible à dire, hein, mais je n'ai plus aimé le spectacle du sport. Après, j'ai toujours une grosse émotion, il y a des moments de grande émotion, bien évidemment toujours, mais cette financiarisation, cette massification, cette répétition, cette communication qui remplace les contenus, ça, je ne peux pas. Alors, vous savez, dans mon métier, à la radio, j'en ai entendu, hein, j'en ai pris des vertes et des pas mûres quand j'ai commencé mes premiers livres où j'associais des gens de la couture, où je disais simplement que ce qui voulait sauver notre amour du sport, c'était vraiment de le cheviller à la société, à l'histoire, et de raconter des histoires. Je prendrai un seul exemple, c'est le passage en 2024 de la présence des athlètes paralympiques, qui est un sujet à la fois magnifique et complexe, parce que très vite on peut passer dans la compassion, ce qui n'est pas, à mon avis, la bonne attitude. J'en ai parlé avec des athlètes quand on me présentait le livre, et c'était très intéressant. Mais ce que je constate, en particulier pour les Paralympiques, c'est que rien n'a changé, ou très peu. Quels sont les moyens donnés? Quel regard civilisationnel nous portons? D'ailleurs, je constate que les partis les plus extrémistes se sont bien tus, sont restés bien silencieux quand nous avons découvert, par exemple, un nageur brésilien sans bras ni jambes, un tronc allant plus vite que les athlètes, et merveilleux. Nous avons donc découvert, quand même. Nous avons fait des découvertes du point de vue civilisationnel. Ça change quoi? La com? Quels sont les moyens? D'ailleurs, les athlètes le disent. Alors, comprenez, ce qui est devenu le sport, son spectacle, non pas ce que font les athlètes, mais si c'est pour un athlète, un homme ou une femme qui demande en mariage en direct son conjoint, ça va une fois, 20 fois dans la quinzaine, si vous voulez. On est dans autre chose. On est dans une foire qui, je le pense, fragilise notre amour pour le sport, envers son spectacle, envers la répétition à l'identique,
moi j'avais une grande passion pour le football anglais, elle s'étiole sur les mêmes matchs, les mêmes répétitions, les mêmes travelling, la même réalisation, les mêmes. Je terminerai, je vais arrêter de vous saouler, par le livre. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à Ernest, écoute, on va. Parce que là, en revanche, je lis beaucoup, mais c'est bien moi qui lui ai proposé. Ernest avait peu dessiné sur le sport, il avait fait l'affiche de Roland Garros en 1994. Il avait fait quelques textes et dessins très beaux pour le Mont Ventoux qu'il a grimpé, mais il n'y avait pas de. Je lui ai dit, écoute, on va faire de l'imaginaire. On va revenir à l'imaginaire. On va revenir à l'aventure, on va revenir au récit. Parce que dans le sport, il y a du récit, il y a de la solitude, il y a de la souffrance, il y a de la beauté. Tout ce qu'on ne voit plus maintenant. Parce que l'image frappe d'arrêt de mort l'imaginaire, disait Duras, elle n'avait pas tort. Ou pas une image juste une image, disait Godard, il n'avait pas tort. Et que l'image soit parfois très belle, mais quand on est englouti par l'image, là il y a un risque majeur. Donc avec Ernest, voilà, on se connaît depuis une trentaine d'années, et je lui ai dit, Ernest, écoute, voilà, tu vas dessiner, et puis je vais écrire. Voilà, je vais essayer. Ben, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous rappelle.